Candidat président de la République en décembre 2023, il est aujourd'hui ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux de celui dont il avait, quelque temps après la publication des résultats de la présidentielle, reconnu la victoire. Et depuis son avènement à la tête de ce ministère, il essaye de faire bouger les lignes. Et c'est le moins que l'on puisse dire dans son style et fait régulièrement à travers ses actions parler de lui. Lui, c'est Maître Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État à la Justice, qui a choisi Top Congo FM pour sa première grande interview et nous le remercions pour cela. Nous allons tout au long de cette édition spéciale faire avec lui un état des lieux de son secteur que le chef de l'État et de nombreux Congolais qualifient de malade. Il nous dira comment il compte le guérir. Monsieur le ministre d'État, bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir Thierry. Pour vous interroger, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Osé Manzanza et Kitoko et Trésor Kiyombodjungu. Bonsoir. Bonsoir Thierry Kambondi, bonsoir monsieur le ministre et à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir Thierry Kambondi, bonsoir monsieur le ministre et à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Alors monsieur le ministre, vous avez été l'une des surprises, si pas la surprise du gouvernement souminois, tellement peu de gens vous attendaient dedans. Vous avez déjà vu très actif à l'Assemblée nationale comme député de l'opposition, de la DIPO, mais là, on a été surpris de vous voir au sein du gouvernement. D'abord, comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvé là? Vous savez, lors de son discours d'investiture, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, dont j'avais reconnu la victoire le 28 décembre 2023, à la suite des élections organisées le 20 décembre 2023. Il avait promis d'ouvrir le gouvernement à l'opposition politique. Et donc, chose due, chose faite, avant la formation du gouvernement, j'ai été effectivement contacté par ses services pour intégrer le gouvernement en tant que membre de l'opposition politique. Et donc, c'est un gouvernement d'ouverture où on a intégré certains opposants, certains membres de la société civile, dont ma modeste personne. Et pourquoi vous avez accepté de travailler avec celui contre qui vous êtes allé en campagne, on va dire, en décembre 2023? Parce que je suis républicain. Pour moi, je ne conçois pas l'opposition comme un champ de contradiction personnelle, comme un lieu où l'on devrait déverser de la haine tribale, de la haine ethnique, de la haine personnelle. C'était une contradiction sur les projets, sur les idées. Et à partir du moment où on me donne la possibilité d'appliquer la vision qui était la nôtre, qui confortait également celle du chef de l'État dans les secteurs de la justice, je ne pouvais qu'accepter pour servir mon peuple, servir le chef de l'État, servir mon pays. Certains opposants, notamment d'Ensemble pour la République, ont qualifié cela d'aboutissement d'un mariage qui était déjà connu et préparé à l'avance, car depuis votre départ du Front commun pour le Congo, on vous sentait plutôt proche du camp Tshisekedi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Absolument pas. Eux-mêmes étaient signataires de la charte constitutive de l'Union sacrée. Mais après, ils se sont retirés et ils se font appeler opposants aujourd'hui. Je pense que c'est l'intérêt suprême de la nation qui prime sur nos égos personnels. Aujourd'hui, vous êtes avec la DIPRO au sein de l'Union sacrée ou vous restez opposant? Nous sommes de l'opposition républicaine. Et c'est à ce titre que je suis ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais un opposant ne fait pas partie d'un gouvernement. En effet, il s'agit du gouvernement d'ouverture. C'est possible. Non, alors, on va y revenir, Osé. On va y revenir. Juste, allez. Ce qui s'est passé autour de le jour de la nomination, on dirait que c'était de la malchance. Comment vous-même vous l'avez perçu? On lit la première ordonnance, on ne cite pas le nom du ministre d'État à la Justice. Et puis, c'est un tweet qui vient nous confirmer que c'est vous. Le jour de la présentation du gouvernement, je crois que c'était le 12 juin à l'Assemblée nationale, la première ministre commet la même erreur. C'est le président de l'Assemblée nationale, du haut de son perchoir, qui a rappelé
qu'elle avait oublié de citer le nom du ministre. Ça vous a fait quoi? Ben, vous savez, ça m'a tout simplement rappelé que le pouvoir est un phénomène métaphysique. Le pouvoir est fondamentalement lié au destin et je ne crois pas au hasard. Ça n'est pas un hasard que cela se soit passé ainsi. Et je pense qu'il y a un sens à cela et nous tous, nous en saurons les jours à venir. C'est quoi? C'est quoi le sens à ce qui s'est passé? Ben, comme je viens de vous le dire, le pouvoir relève de la métaphysique. Et je suis convaincu que dans les prochains jours, nous saurons tous, vous et moi, pourquoi est-ce que il y avait omission la première fois, omission la deuxième fois. Vous ne l'avez pas mal pris? Non, absolument pas. Absolument pas. Bien au contraire, j'ai considéré que ça m'a donné l'occasion de pouvoir davantage me faire connaître dans l'opinion. Ça a mis en exergue en fait mon nom. Donc je crois que il n'y a pas de hasard. Ministre de la Justice, vous êtes celui qui doit manipuler le mieux la Constitution. Vous dites être gouvernement tout en étant opposant, alors que la loi sur les statuts de l'opposition est claire. L'article 2 dit exactement ceci. Au terme de la présente loi organique, il est à attendre par opposition politique les partis politiques et regroupements des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif et ou ne soutiennent pas les programmes d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal ou local. Excellent. Comment vous pouvez être de l'opposition et être dans l'exécutif au gouvernement? Il y a un grand auteur, chercheur et professeur en droit public, Rouvillois, que je vous conseille de lire. Nous rappeler l'ouvrage aussi. Qui disait que ce n'est pas parce que la constitution d'une chose que cela devra forcément s'appliquer. Ce n'est pas parce que non plus la loi ou la constitution en général ne dit pas quelque chose que cela ne devra pas s'appliquer. C'est pourquoi vous avez le phénomène de coutume constitutionnelle. Vous avez ce que vous appelez la jurisprudence sur le plan judiciaire et même politique. C'est parce que il y a des pratiques qui viennent cristalliser des actes juridiques. Et c'est pour ça aussi qu'il est un principe en droit qui dit que c'est l'acte politique qui est créateur de l'acte juridique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis par là que nous sommes un pays habitué au consensus. Et donc le consensus politique fait partie aujourd'hui des coutumes constitutionnelles qui aident à cristalliser notre démocratie. C'est donc à cet effet que vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu plusieurs fois des gouvernements d'union nationale. Il y a eu plusieurs fois des gouvernements, des larges unions nationales, des gouvernements de cohésion nationale. Et ce gouvernement ici, c'est un gouvernement d'ouverture. Et ça veut dire que celui qui fait partie de ce gouvernement ne doit pas forcément faire partie du camp de la majorité au pouvoir. Parce qu'il s'agit d'un gouvernement d'ouverture. Mais dans les faits, ça viole quand même le statut de l'opposition. Parce que vous dites que l'acte politique précède l'acte juridique, mais dans ce cas précis, c'est le contraire. Il y a une loi qui précède l'action qui a amené, qui vous a amené. La loi, j'ajoute. Je vous informe. La loi, j'ajoute. Je vous informe qu'une loi organise la vie dans la société. La loi qui conduit les actions, qui donne même l'essence de ce que devaient être les comportements des politiques qui sont censés diriger la société. C'est quoi, ministre de la Justice? Ce n'est pas parce qu'une loi ne dit pas une chose que cela ne s'appliquera pas. Ce n'est pas non plus parce qu'une loi dit quelque chose que cela devra absolument s'appliquer. Et une loi, pour son implémentation, il faut des mesures d'application. Y a-t-il une seule mesure d'application qui avait été prise pour l'application de la loi de 2006 sur le statut de l'opposition politique?
Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de règlement. Ça n'enlève pas à cette loi sa valeur. Donc, ça n'enlève pas à cette loi. Je dis la même chose. C'est que il ne s'agit pas d'une quelconque violation. Parce que ce n'est pas l'opposition. L'opposition n'est pas uniforme. Ça veut dire que toute l'opposition ne s'est pas réunie pour pouvoir me proposer au gouvernement. C'est un opposant qui est au gouvernement? Et donc absolument. Mais il est possible qu'un opposant soit au gouvernement. Alors que la loi ne le dit pas, vous dites que c'est normal, malgré que la loi dit ainsi. Je viens de vous expliquer, vous ouvrez un arsenal de la pensée juridique pour dire ce que vous avez Monsieur expliqué. Manzanza, Votre explication, vous êtes journaliste, votre explication, juriste, votre explication par rapport à la loi, qu'est-ce qui passe devant? Vous savez, ce qui tue notre pays, c'est qu'on veut être expert en tout. Monsieur le ministre, Ici, on parle... un journaliste peut avoir des notions de droit. Mais laissez-moi vous éclairer. Et en l'occurrence, il ne vous a lu qu'un passage des statuts de l'opposition. C'est ce que je suis en train de vous dire. La loi a ses spécialistes. Tout comme la médecine a ses spécialistes. Oui, mais pour les cas précis, il ne faut pas ici. Pour les cas précis, c'est quoi la spécialité qui fait de vous opposant et en même temps dans le gouvernement? Vous savez, pour interpréter une disposition de la loi, il faut avoir passé 5 ans sur le banc de l'université. Encore que le ministre n'est pas professeur de droit constitutionnel. Je vous informe que j'ai écrit plusieurs ouvrages en droit constitutionnel. Mais bon, on va... Monsieur le dernier ouvrage. Voilà. Mon dernier ouvrage sur le droit constitutionnel s'intitule La théorie de l'œuf en matière de révision constitutionnelle. L'intangibilité. Non, mais je vais vous expliquer. Allez-y, je vous en prie. Nous sommes en train de parler de droit constitutionnel. Allez-y. J'étais l'un des premiers assistants du professeur Jacques Joly et Sengekeli, dont il est fier. Je soutiens ma thèse au mois de novembre. Je suis chef des travaux de droit public interne. J'ai décroché mon diplôme de licence en droit public interne. Donc la question de droit constitutionnel, des droits publics avec beaucoup de modestie, surtout dans le contexte qui est le nôtre, j'en cerne un tout petit peu l'esprit. C'est comme ça que je dis. À chaque caïman, son marigot. Lorsque je vous dis qu'il est des principes de droit qui veut que ce n'est pas parce qu'une loi d'une chose que cela devra forcément s'appliquer. Il y a des exceptions à tout. Et l'exception à cette disposition de la loi sur les statuts de l'opposition est qu'il s'agit ici d'un gouvernement d'ouverture. C'est une exception. Mais puisqu'il n'existe pas encore des mesures d'application qui vont certainement être contenues en application de cette loi dans les règlements intérieurs, dans d'autres mesures d'application qui seront prises, eh bien, il est tout à fait de bonne loi de tolérer que le chef de l'État puisse ouvrir un gouvernement à l'opposition politique. Dans les faits ou dans la pratique, dans l'exercice de la politique, comment la DIPRO, votre regroupement politique, va poursuivre son combat dans l'opposition alors que son président est au gouvernement? En fait, je vous comprends. La difficulté que nous avons nous tous est que vous avez encore l'acception erronée et érodée de l'opposition politique qui consiste à détruire, qui consiste à insulter, qui consiste à se chamailler, à se disputer. À critiquer nous sommes en fait à critiquer, pas forcément détruire et insulter. Critiquer l'action du gouvernement. Écoutez, vous n'êtes pas forcément obligé, lorsque vous êtes opposition, de pouvoir critiquer négativement. Vous pouvez aussi critiquer positivement, apporter des propositions constructives. C'est ce que fera la DIPRO. C'est ce qu'a toujours fait la DIPRO. Même en tant que ministre, mais lorsqu'un ça ne va pas, je peux critiquer négativement, mais dans des cadres bien précis. Vous savez, le chef de l'État, c'est un grand débatteur, issu d'un grand parti politique UDPS, et lui-même a mené une lutte pendant plus de 37 ans. Même au sein même de la majorité au pouvoir, il y a des contradictions. Vous voyez Gekoko qui se lève et donne son point de vue sur une question. Vous voyez Gekobea s'élever pour donner son point de vue, etc. Steve Mbika, l'honorable Steve Mbika, faire autant, et bien d'autres. Et donc, cela ne fait pas d'eux
évidemment des opposants. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait que nous puissions nous départir, sortir de nos minds cette mauvaise acception de l'opposition politique. Nous sommes à un moment assez crucial de notre histoire politique où le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays voisins ont décidé de décimer les Congolais, de faire disparaître notre race, de nous prendre nos terres, de nous prendre nos femmes, de nous tuer. Et face à cela, en fait, il n'y a pas d'opposition et de majorité. Face à cela, c'est plutôt une question de conscience patriotique. Et si je peux, autant que possible, apporter quelque chose à la construction de ce nouveau Congo qui se veut libre et réellement souverain, indépendant, ben pourquoi ne pas le donner? Le donner ne veut pas dire que je deviens membre de la majorité au pouvoir. Le donner ne veut pas dire ou ne fait pas de moi pour autant membre de l'Union sacrée. Et donc, reconnaissez ici que le chef de l'État avait, lors de son discours d'investiture devant la nation congolaise, c'était le 20 janvier 2024, promis d'ouvrir son gouvernement à l'opposition politique, à la société civile. C'est à ce titre que vous trouvez qu'effectivement, au sein de l'actuel gouvernement, on a tenu compte des figures de l'opposition et de certaines figures de la société civile. Donc, il a tenu parole et je l'en remercie par ailleurs pour ça. Monsieur le ministre, vous parlez des figures de l'opposition, mais vous êtes la seule personne venant de l'opposition à être au gouvernement. Que vous connaissez bien. Quand est-ce qu'effectivement s'est fait ces rapprochements entre vous et le pouvoir? Parce que on sait qu'au mois de mai, il y avait élection à l'Assemblée nationale et que vous étiez candidat, rapporteur adjoint. Quelques jours après, le gouvernement sort et vous êtes au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? En quel moment vous vous êtes rapproché du pouvoir du président de la République? Non, mais je ne sais pas de quel rapprochement vous parlez. Par contre, à quel moment j'ai été appelé pour intégrer le gouvernement? Mais c'était pendant la période de la formation du gouvernement qu'il y avait un quota que le chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi, avait réservé à l'opposition politique. Et avant la publication du gouvernement, j'ai été contacté pour ce faire. Il y avait déjà un appel de pied, non? Un tweet de Constant Moutamba qui se disait disposé à intégrer le gouvernement, à servir le pays. Besoin il y avait. Absolument. Mais la contradiction, c'est quand Constant Moutamba En réponse, déclare l'appartenance de son regroupement à l'Assemblée nationale, toujours à l'opposition. Mais absolument. Mais je le dis que nous sommes de l'opposition politique. C'est un gouvernement d'ouverture. Mais justement, sur les thèmes pour terminer sur ces thèmes. Dernière question. Oui, sur ce point. En fait, on sait que la DIPRO, la structure qui vous a accompagné durant l'élection présidentielle, et s'est présentée comme étant la structure qui avait sauvé le processus électoral. Et d'aucuns s'interrogeaient sur cette position par rapport à ce que vous représentez. D'aucuns disaient que vous étiez la DIPRO et l'ensemble des personnes qui vous accompagnaient de faire valoir. Est-ce la conséquence de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire vous êtes au gouvernement suite à ce que vous avez fait en 2023, à sauver la CENI, sauver le processus électoral? Comme je vous ai dit, nous sommes dans le gouvernement d'ouverture à la suite de la promesse que le chef de l'État avait faite à la nation, celle d'ouvrir son gouvernement à l'opposition politique. Et nous avons été contactés et nous avons présenté notre disponibilité à servir notre peuple, à servir notre pays et à servir avec dévouement, loyauté le chef de l'État. C'était plutôt en 2021, si j'ai bonne mémoire. 2021. Alors, on va justement quitter ce milieu politique, même si on va y rester d'une manière ou d'une autre, pour parler du ministre d'État à la justice et garde des Sceaux. Vous arrivez à la tête de ce ministère de prestige à la manière de Constant Moutamba. Le jour de la remise et reprise avec un chien. C'était quoi la symbolique? C'était quoi la signification? Vous savez, le problème majeur de ce pays, comme je n'ai eu de cesse à le dire, repose sur deux choses. La première, c'est le désordre. La deuxième chose, c'est l'indiscipline.
Donc si nous voulons redresser les choses, nous devons juste remettre de l'ordre dans tous les secteurs de la vie nationale et remettre de la discipline dans notre agir quotidien. Vous verrez que les choses vont se redresser de soi, les recettes publiques vont se décupler de soi, le développement en fait va être relancé naturellement. Le chien symbolise la discipline. Je veux dire surtout les chiens des races. Symbolise l'ordre. Le chien symbolise la sanction. Est-ce que ça valait la peine? Et donc, ça valait la peine, ce spectacle. La politique, comme vous le savez, se construit sur l'image, sur des métaphores. Une image communique mieux que 1000 mots. C'est des grands penseurs qui ont dit ça. Ce n'est pas moi. Et donc la symbolique d'une seule image, voyant les nouveaux gardes des Sceaux, avec un chien des races, je pense qu'a tout dit sur la suite des événements. Puisqu'après, vous avez vu, et je pense que nous allons en parler, la discipline et l'ordre que nous sommes en train de remettre dans les secteurs de la justice. Faisons justement un état des lieux de ce secteur. Après ce qui s'est passé à la remise et reprise, vous héritez d'un ministère dont les Congolais attendent beaucoup. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous allez faire pour guérir cette justice, comme je l'ai dit en introduction, que le chef de l'État et de nombreux Congolais disent très malade? Comme vous l'avez dit, après avoir brossé, peint les tableaux du secteur de la justice, à la suite des différentes descentes que j'ai organisées dans tous les services judiciaires et pénitentiaires, évidemment, j'ai donné raison au chef de l'État. C'est que notre appareil judiciaire est malade. Je me suis donc mis à chercher la thérapie. Il souffre de quoi? De la corruption systémique et systématique au niveau des huissiers de justice, au niveau des greffiers, au niveau des magistrats, au niveau des juges, au niveau des avocats. Tous ceux qui interviennent dans la chaîne de la justice, malheureusement, ont intégré de telles antivaleurs de corruption qui ont totalement disséqué, totalement détruit notre justice. Et donc, par ricochet, tous les secteurs de la vie nationale, parce que seule la justice élève une nation. La justice est la colonne vertébrale de l'État. Et donc, lorsqu'elle est déstructurée, l'État aussi se déstructure. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait effectivement, dans la plupart des cas, des jugements iniques, des arrêts iniques, des bandes, des mafieux organisés, escrocs, pour malheureusement, à chaque fois, détruire le climat des affaires du pays. Et je me suis dit, je me suis également rendu compte qu'au niveau des services pénitentiaires, au niveau des maisons carcérales, au niveau de prison, il y avait un sérieux problème. Il y a un sérieux problème, des surpopulations carcérales et parfois des conditions délétères dans lesquelles vivent les prisonniers. Parce que dans ma méthode de travail, dans mon approche de travail, j'opte pour une approche participative où je mets de côté mon costume des ministres pour pouvoir être sur le terrain, discuter avec les gouvernés, discuter avec agents et cadres, discuter avec les justiciables, pour pouvoir ensemble trouver la thérapie appropriée à administrer à notre justice malade. En dehors de la corruption, donc, oui. En dehors de la corruption, comme je vous l'ai dit, au niveau des services pénitentiaires,
les conditions Oui. délétères dans Oui. lesquelles vivent les prisonniers. J'ai trouvé Les également... pesanteurs politiques sur certaines J'ai- décisions de justice, ça fait partie de votre Absolument, diagnostic? absolument. Et il y a des interférences. En fait, dans la plupart des cas, il y a certains politiques, malheureusement, qui sont des connivences avec certains hauts magistrats, parce qu'il faut le dire, qui participent à la destruction de l'image de la justice. Parce que lorsque vous avez des jugements qui condamnent des sociétés commerciales, des entreprises publiques au paiement des dommages et intérêts allant jusqu'à des 20 millions, 30 millions, 50 millions de dollars, passant par la formule des astreintes, c'est quand même assez grave. Et généralement pour des créances des 10 000 dollars initiales, des 20 000 dollars, des 30 000 dollars. Et donc c'est cette mafia judiciaire qui a créé le climat d'insécurité juridique et judiciaire. Conséquence, c'est que par exemple, les opérateurs miniers ne savent pas, en réalité, se conformer au code minier. Ça veut dire rapatrier les recettes qui sont obligés de rapatrier au pays. Donc, des devises. Tout part, rien Ne revient au pays. Et donc, du coup, nous avons un sérieux problème des devises. On n'a pas de matelas des devises qui puissent soutenir la stabilité de notre monnaie, du taux de change. Ouais. Quand vous posez la question, et à raison, toutes les entreprises minières vous disent, si nous rapatrions les recettes, nous faisons l'objet des plusieurs saisies intempestives des comptes. Vous allez dans les secteurs des entreprises publiques, entreprises du portefeuille de l'État, c'est la même chose. Tout l'argent qui entre fait l'objet des saisies intempestives, des saisies attributions. Des établissements publics, des services publics, c'est la même chose. J'ai diligenté à ce propos des inspections, des contrôles au niveau des certains tribunaux, dont les tribunaux de commerce de Kinshasa, Gombe, Matete, Lubumbashi, au niveau des cours d'appel, pour pouvoir évidemment retracer tous les réseaux des mafias, tous les jugements et arrêts rendus dans le sens de détruire notre justice et notre économie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Vous l'avez vu, nous avons par exemple fait arrêter l'un des grands criminels économiques connus, M. Pelemongo. Vous lui reprochez quoi exactement? Les pillages systématiques des ressources de l'ONATRA. Il est encore présumé, vous qualifiez déjà... Il n'est pas présumé. Il n'est pas présumé. Il est venu et tenté de me corrompre, monsieur Osé. Il a le droit de présenter ses moyens de défense. Il n'y a pas un jugement. Il a le droit de présenter ses moyens de défense. Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer que ce monsieur est un grand criminel connu. Je suis ministre de la Justice, je sais de quoi je vous parle. Nous devons regarder la vérité en face. Oui. Donc, évitez de vous cacher derrière des petites tournures, formules juridiques pour obstruer, je veux dire, pour maquiller le mal. Monsieur le ministre, là on parle du droit. J'en viens. On parle du droit. On parle du droit. Vous lui reprochez un certain nombre de choses. Vous ne vous en cachez pas. Vous l'avez dit dans votre communiqué. Là, vous le dites encore avec des mots plus durs. Mais il n'y a pas un jugement qui le condamne. Ce n'est pas parce qu'il est venu tenter de corrompre un ministre que le ministre l'envoie directement en prison. Le ministre est, comme tout Congolais, soumis à la même justice. Il doit suivre la procédure. Il doit apporter ses moyens de preuve pour que la procédure soit suivie normalement jusqu'à la sanction finale, si sanction finale il y a, monsieur le ministre. Ok. Je voudrais rappeler ceci. Que le ministre de la Justice et garde-sceaux a le pouvoir d'injonction sur les magistrats de parquet, principalement le procureur général cassation, tous les procureurs généraux. Et pas de condamnation. J'en viens. J'en viens. À partir du moment où il y a des faits avérés qui sont mis à charge d'un individu, le ministre de la Justice a le droit de pouvoir donner injonction. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des cas de flagrance. Lorsque vous vous rendez compte qu'un citoyen
vient au bureau du ministre et lui dit que je suis venu pour que vous puissiez intervenir pour moi dans l'exécution d'une décision de justice qui condamne l'ONATRA à 43 millions de dollars. Est-ce que les ministres de la Justice interviennent dans l'exécution des décisions de justice? Peut-être parce qu'il est un ministre de la Justice qui parfois est confondu à la justice. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses, Osé. Monsieur le ministre, laissez-moi parler. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Nous sommes en train de parler. Je voudrais, allez-y, vous donner le temps. Allez-y. Parce que c'est en même temps pédagogique. Mais permettez-nous de nous relancer quand il le faut. Ce n'est pas parce qu'il vous relance qu'il ne dit pas des choses sérieuses. Non, c'est juste pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux comprendre. Je vous demande de me donner le temps des réponses. Je vous en prie. Okay? Pour que les uns et les autres puissent appréhender en réalité l'essence de nos différentes démarches. Allez-y. Et donc, je disais que lorsque quelqu'un comme celui-là s'est présent devant vous, mais vous lui posez 2-3 questions. D'abord, en qualité de qui, moi, je peux intervenir dans l'exécution d'une décision de justice. Il faut passer par les services appropriés. Et 2, la créance est partie de quel montant? Quelle est l'origine de la créance? Comment on en arrive à 43 millions pour une entreprise publique en difficulté? Et vous qui venez, avez-vous déjà perçu quelque chose de l'entreprise ou pas? Donc vous partez d'une créance initiale encore fabriquée de 200 000 $. Vous en arrivez à 2 500 000 et l'entreprise vous paye quand même les 2 500 000. Vous dites non, ça ne suffit pas. Ou parce que vous aviez payé ça dans un mauvais compte. L'entreprise vous paye encore 2 500 000. Donc vous en arrivez à plus de 5 millions de dollars pour une entreprise en difficulté. Et les agents ne sont pas payés. Vous dites non, ça ne suffit pas. Il faut que cette entreprise ONATRA me paye encore 43 millions de dollars. Et vous faites bloquer les comptes de cette entreprise. Vous allez à la BCDC Equity où vous négociez avec certains responsables, évidemment, pas de la BCDC, mais d'ailleurs, et vous arrivez à obtenir déjà la promesse pour vous faire payer plus de 12 millions de dollars. Au moment où cette entreprise est en difficulté, et c'est l'État qui doit encore payer, je veux dire, 10 millions de dollars pour les agents. L'opération qui était en cours, vous attendiez ça pour pouvoir les piquer du compte de cette entreprise. En fait, je vous informe que avant cela, j'ai exercé pendant des années comme avocat. Donc, je connais un tout petit peu comment opèrent tous ces criminels économiques et financiers. Et donc, face à cela, le ministre est obligé, immédiatement, face à la flagrance, de pouvoir faire appréhender la personne. Et chose qui a été faite, c'est pas le ministre qui arrête, le ministre donne injonction et le procureur général, évidemment, s'en charge conformément à la loi. Et la procédure derrière doit suivre son cours normal. Absolument, absolument. Alors, justement, revenons à la thérapie de choc, la thérapie Mutamba, pour guérir cette justice, la sortir de tout ce que vous décrivez. Nous vous considérons comme un médecin. Lorsqu'un patient arrive et que vous remarquez qu'il souffre de telle maladie, vous devez en connaître les causes avant d'arriver à la thérapie. Quelles sont les causes de tout ce que vous décrivez, de tous ces maux dont souffre la justice congolaise? Comme je vous l'ai dit, c'était juste les désordres et l'indiscipline. Donc la thérapie, c'est juste remettre de l'ordre et de la discipline. Que chaque Congolais, que chaque magistrat, que chaque juge, avocat ou huissier de justice vérifie fasse son travail. C'est tout. Et donc, du coup, nous allons, après, il faut dire, l'état des lieux que j'ai mené, nous avons lancé un certain nombre de mesures, un certain nombre de réformes courageuses. Entre autres réformes, c'est l'instauration de un peu ce qu'on appelle en droit étranger, en droit comparé, la caution judiciaire. Donc la consignation des frais qui existe déjà dans notre droit a été systématiquement revue et que donc désormais, pour pouvoir faire condamner une entreprise
au paiement de X montant, il faudra être soi-même capable de pouvoir consigner les frais d'un certain pourcentage. Ça veut dire 2% pour toutes les entreprises, toutes les personnes morales de droit privé et 5% pour les entreprises publiques, services publics et autres. Mais évidemment, il y a des exceptions que nous avons reprises au niveau de l'arrêté interministériel qui a été adopté en Conseil de ministres. Nous avons également fait passer une autre grande réforme, c'est celle sur l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services publics et établissements publics. Parce que des pratiques, tous ces criminels économiques, tous ces délinquants économiques et financiers ont pris pour l'habitude de s'entendre avec certains cadres, certains directeurs des entreprises publiques pour fabriquer des créances, faire condamner les entreprises publiques, des connivences avec certains avocats et certains juges au paiement des millions et des millions d'argent. Et lorsque l'argent entre dans un compte de l'entreprise, puisque c'est un réseau, le créancier fictif est déjà au courant. Et donc, il fait des opérations de saisie et il se fait payer immédiatement. Et donc, pour pouvoir mettre fin à tout ça, sécuriser nos entreprises publiques, nous avons dû, évidemment, conformément à l'article 50-10 nouvel acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, proposer une réforme majeure dans ce sens, étant donné que ces dispositions donnent aux États parties du traité OHADA, je veux dire, la latitude de pouvoir lister les biens qui doivent être déclarés insaisissables. Dans la liste des réformes, monsieur le ministre, opposant, il y a c'est que la population observe les comportements justement de notre justice que vous avez décrié. D'ailleurs, la justice semble s'arrêter devant les portes du Parlement. On parle des privilèges des juridictions, lourdeur pour traquer justement ceux-là qui sont souvent auteurs de ces qu'on dénonce les faits de corruption. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre fin à cette lourdeur? Vous suivez les dossiers, d'ailleurs vous avez réagi à certains dossiers où la justice a du mal à mettre la main, ne serait-ce que pour interroger un acteur cité dans un dossier de détournement. D'abord, je voudrais rappeler qu'entre autres réformes que nous avons déjà engagées, c'est, au-delà de ces deux autres majeures, c'est la création du parquet financier. Le chef de l'État nous avait instruit de manière claire de pouvoir travailler sur un cadre juridique devant conduire à la création de ce parquet. Au moment où je vous parle, je vous informe que le texte juridique est déjà prêt. Donc, on rappelle que ça faisait partie de votre programme de campagne. En effet, et du programme de campagne aussi du président de la République. C'est au vu de ces rapprochements d'ailleurs que j'ai accepté aujourd'hui de l'accompagner. Et donc, ce texte qui a été initialement travaillé au niveau de mon cabinet, vous voyez que c'est un émoi, avait été transmis à la commission des réformes du droit congolais qui a finalisé tout les toilettages. Et au moment où je vous parle, la commission nous a retourné le texte portant création du parquet national financier. Et donc dans les jours qui viennent, nous allons devoir le soumettre au Conseil de ministres avant de pouvoir l'envoyer au Parlement. Ça va donc être certainement discuté au Parlement au cours de la session de septembre. La particularité, c'est quoi par rapport à la question d'Osé Manzanza? La particularité, d'abord, du parquet financier. Donc la particularité du parquet financier est que ce sera un parquet spécialisé et qui aura des magistrats spécialisés, pour traquer toute Est-ce que ça va enlever le privilège de juridiction pour traquer toute la délinquance économique et financière. Et par rapport à la question de privilège de juridiction, vous-même vous l'avez dit, c'est constitutionnel. Ce n'est pas qu'ils sont au-dessus de la loi, ceux qui bénéficient des immunités et privilèges des juridictions. Il y a simplement toute une procédure pour pouvoir les appréhender. Et ils ne sont pas du tout protégés par la loi. Mais nous sommes en train d'insérer dans le projet de création de parquet financier effectivement une disposition qui lutterait, qui mettrait hors d'état, qui mettrait de côté, je veux dire, une disposition qui exclut cette problématique
des immunités privilèges de juridiction lorsqu'il faut traquer un délinquant économique et financier. Et donc, lorsqu'il faut traquer un délinquant économique et financier, la qualité officielle, les immunités privilèges de juridiction ne vont plus jouer. Donc ça, il faut le dire que c'est la particularité que nous avons insérée dans le projet de loi portant création du parquet national financier. Vous avez évoqué des réformes pour assainir le climat des affaires, pour protéger, sécuriser les entreprises, etc. On a parlé de ceux qui bénéficient des privilèges de juridiction couverts par des immunités parlementaires notamment. Mais parlons du peuple. Le petit peuple. Il y a rupture de bande totale et depuis de très nombreuses années entre la population congolaise et sa justice. La justice est pour beaucoup de Congolais un privilège pour les riches. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce petit peuple qui, même pour une plainte au commissariat le plus proche ou à sa juridiction du quartier, de la commune, est obligé de payer même des frais qui ne sont pas prévus par les lois du pays? D'abord, pour ça, nous avons lancé le Bureau national des consultations populaires pour une justice pour tous. Nous l'avons activé et moi-même, ministre de la Justice, je me mets en face de la population chaque jeudi pour recevoir toutes les victimes des mauvaises pratiques judiciaires. À Kinshasa? J'ai étendu ce projet sur l'ensemble du pays. Là, je venais d'organiser les mêmes consultations populaires ici à Kinshasa, à Kisangani. J'avoue que la population s'est écartée, éloignée de notre justice à cause justement de tous ceux qui manipulent à leur gré l'appareil judiciaire, à tous ceux qui interviennent dans l'administration de la justice. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Ces abus sont décriés aussi bien par nos politiques que par les responsables du Conseil supérieur de la magistrature. Et ceci dit, nous avons mis en place un mécanisme pour d'abord traquer tous les faux magistrats, tous les juges, tous les avocats, les huissiers, les greffiers. C'est en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature. Des sanctions sévères seront prises, voire des révocations, contre tous ceux qui rendent des mauvais jugements, des arrêts fabriqués au mépris total des dispositions légales et pertinentes de notre pays. C'est qui va décider ou qui va dire que cet arrêt est fabriqué, ce jugement est faux? Je vous informe que autant il y a l'inspection générale des finances, autant dans les secteurs de la justice, il y a l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires qui a pour mission et rôle de pouvoir contrôler le travail des juges. Dont on n'entendait pas parler. Et donc, depuis. Nous avons réactivé l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Je vous informe que nous sommes en train, pour l'instant, de travailler sur le nouveau texte qui devra régir cette inspection. Et c'est un grand service public qui est rattaché à notre ministère et qui aura tout son sens cette fois-ci afin de pouvoir lutter drastiquement contre les injustices dont subissent parfois certains compatriotes. Service que certains praticiens de droit qualifient de troisième juridiction qui est gangréné par plusieurs abus. Qu'allez-vous faire concrètement pour changer ces services d'inspection? Mais je l'ai dit que nous sommes en train de travailler sur un nouveau cadre juridique, mais en même temps sur les nouvelles mises en place. Rien n'a encore été fait. Non, mais nous sommes en train de le faire maintenant. Et pour l'instant, je vous informe que j'avais déployé les magistrats de cette inspection au niveau des différents cours et tribunaux pour nous faire un rapport détaillé des abus constatés lors des rendus de certaines décisions de justice. Vous avez parlé de la commission de la réforme du droit congolais que vous avez actionné justement pour réfléchir sur la création du parquet financier, mais ces services, cette commission du droit congolais qui avait également entre autres pour mission
actualiser les textes devenus obsolètes, les textes de loi. Qu'a-t-elle fait depuis? Ben, je trouvais une commission des réformes de droit congolais pratiquement en paralysie totale de ses activités. Je suis en train de réactiver en nommant de nouveaux animateurs. Chose qui se fait maintenant. Ils avaient un problème de prise en charge, ils avaient un problème de fonctionnement, mais depuis que je suis là, ils tiennent de réunions, ils se réunissent et puis ils réfléchissent sur des réformes à apporter. Mais s'agissant de la question que M. Thierry m'a posée, il faudrait que je puisse y revenir rapidement. Vous savez, au-delà de ces consultations, au-delà de la réforme que j'apporte au niveau de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, nous sommes également en train de bancariser tous les frais de justice. Donc tous les actes générateurs de recettes qui relèvent du ministère de la Justice passeront dorénavant par les banques. Je ne voudrais plus que les amendes, que les cautionnements et bien d'autres, les consignations passent par les mains des individus. Il faudrait que tout ceci soit logé dans les banques pour assurer la transparence et la traçabilité de toutes les opérations qui sont faites à ce niveau-là. Soyons plus concrets, Monsieur le ministre. De manière beaucoup plus concrète, je vous donne un exemple. La commission a fini le travail. Oui. J'avais mis en place une commission mixte qui incluait également les banquiers. Nous avons finalisé le travail, y compris la DGRAD et le ministère des Finances. Nous allons devoir positionner, installer des guichets avancés des banques auprès de chaque parquet, auprès de chaque service de la police judiciaire, auprès de chaque tribunal, chaque cour. Et les agents de la DGRAD y seront déployés également. Et nous sommes en train d'alléger la procédure de délivrance de nos perceptions pour que même les mobile mine ici puissent être utilisés, évidemment, pour pouvoir retracer et créer la traçabilité de toutes les recettes qui relèvent du ministère de la Justice et Garde-Sceaux. Ceci va nous permettre de lutter drastiquement contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, mais aussi contre toutes les tracasseries judiciaires parfois dont sont victimes nos populations, d'autant plus que certains, malheureusement, officiers de police judiciaire véreux, préfèrent, s'ils veulent s'empiffrer le pot cette journée-là, tracasser la population en prenant un peu de moyens, un peu d'argent et en les mettant plutôt dans leur poche. Monsieur le ministre, vous créez le parquet financier, mais plusieurs juridictions nouvellement créées manquent d'infrastructures de travail. Et puis quand est-ce que les tribunaux des commerces pour enfants et du travail seront installés partout en RDC? C'est tout un processus. Je vous informe que ça fait exactement un mois que je suis là. Nous sommes en train d'y travailler. Je vous informe d'ailleurs qu'avec l'appui des partenaires, nous sommes en train d'organiser les états généraux de la justice. 9 ans après, parce que je vous informe que c'est en 2015 que le ministre de la Justice, Tambo Mwamba, avait organisé les états généraux de la justice. Il va être question en même temps d'évaluer les recommandations de ces travaux des états généraux-là. Donc pour le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, ce sera une première fois pour lui, effectivement, depuis qu'il est là, de lancer les états généraux de la justice pour que un diagnostic réel en présence de tous ceux qui interviennent dans l'administration de la justice soit dégagé avec des pistes de solutions claires. Et ceci est annoncé pour fin août. Monsieur le ministre, je vous parlais tout à l'heure des causes, de tous ces maux que vous avez décrits dont souffre la justice. Et parmi ces causes, il y a aussi les conditions de travail des agents de votre secteur. Et sur ce point, vous ne revenez pas beaucoup. Apparemment, vous êtes arrivé, vous avez fait un diagnostic et directement, vous passez à la thérapie de choc sans pour autant vous intéresser à ce qui... Mais les problèmes avec les conditions de travail, d'ailleurs, qui sont délétères, je vous informe qu'à mon arrivée,
j'ai immédiatement instauré un cafétéria parce qu'il est anormal que nous puissions trouver des agents qui viennent au travail le matin jusqu'au soir sans rien mettre sous la dent. Nous avons instauré ce système-là au niveau de notre administration. Nous avons également doté les agents et cadres de notre administration des bus, mais en même temps des véhicules pour ce qui concerne, par exemple, l'inspection de la police judiciaire des parquets. Donc les APJ et les IPJ, nous leur avons doté des véhicules opérationnels sur le terrain, parce qu'avant moi, ils devaient louer des catchs, etc. pour aller opérer. Et ceci, je vous informe, que a existé simplement à l'époque des Singaoudjou. Nous nous sommes également engagés à réhabiliter, évidemment, tous les bureaux de l'administration. Comme vous le savez, le premier jour, j'avais trouvé des murs dans un état crasseux. Des chaises étaient pratiquement en lambeaux, déchiquetées. Et nous nous sommes attelés à pouvoir réhabiliter tout ceci. Au moment où je vous parle, tout ceci est en pleine réhabilitation. Les travaux évoluent très bien. Désormais, les agents du ministère de la Justice ont travaillé dans des conditions optimales, dans des conditions humaines possibles. J'ai l'impression. Cependant, je reste convaincu que beaucoup de choses restent à faire, parce que là, c'est seulement en émoi. Figurez-vous que si nous avons plus de temps, nous allons faire davantage. Mais c'est pourquoi nous luttons contre la délinquance économique et financière, parce que tout ceci, pour mettre les magistrats, pour mettre les agents de la justice dans les meilleures conditions. Par exemple, je n'accepte pas que tous les juges et magistrats du pays ne soient pas, par exemple, couverts par une assurance maladie. Combien gagne un magistrat aujourd'hui? Il n'est pas possible, oui, par exemple, qu'il n'y ait pas des frais, des funéraires pour les magistrats. Combien gagne Lorsque un magistrat meurt, ils sont parfois obligés de se cotiser. Il n'est pas normal que des parquets n'aient pas des budgets de fonctionnement. Et donc, mais pour que nous puissions en arriver là, ce que je peux rassurer, c'est que le chef de l'État est résolument engagé à pouvoir changer les choses sur ce plan-là. Et nous allons devoir, il y a une commission qui travaille déjà, garantir l'assurance maladie à tous les magistrats du pays. Améliorer leur climat des affaires, de travail. Là, il n'y a pas de problème. Cependant, pour pouvoir en arriver là, il faut mobiliser leurs recettes. Et nous ne pouvons pas mobiliser les recettes tant qu'il y aura un taux élevé de corruption. Tant qu'un groupe d'individus va continuer à s'accaparer de toutes les richesses du pays. Tant qu'il y a blanchiment de capitaux, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, si et seulement si nous concentrons nos efforts sur la lutte contre la délinquance économique et financière, nous allons décupler notre budget, nous allons décupler nos recettes publiques, et cela va se répercuter dans tous les autres services. C'est pourquoi j'ai dit il faut remettre de l'ordre et de la discipline. La discipline et l'orthodoxie dans la gestion, par exemple, des services publics. Et naturellement, vous imaginez que les réformes que je viens de proposer, qui viennent de passer avec la bénédiction du chef de l'État, puisqu'il n'y aura plus beaucoup de tracasseries, d'ici la semaine prochaine, nous allons maintenant inviter les opérateurs miniers pour dire, écoutez, vous disiez que c'était l'insécurité juridique et judiciaire. Maintenant que l'État a apporté des réformes, rapatriez vos devises au Congo. Et vous verrez que lorsque ce contrôle va être fait de manière systématique, il y aura beaucoup de devises et donc, naturellement, il y aura appréciation du franc congolais. D'accord. Donc, c'est de petites choses. Je vous informe que l'État est un système. Lorsque une roue pose problème dans ce système, la machine est totalement bloquée. Monsieur le ministre, il nous reste un chapitre consacré aux conditions carcérales que vous avez évoqué et qui fait partie également de l'actualité, mais j'aimerais que l'on reste un tout petit peu sur les conditions de travail des agents de votre secteur. Je vous ai tout à l'heure posé la question de savoir combien gagne un magistrat, combien il gagne aujourd'hui, et puis est-ce que ça peut lui permettre de faire décemment son travail et d'être à l'abri de toute tentative éventuelle de corruption. Je suis convaincu que, je vous ai dit, je suis de votre avis que beaucoup reste à faire dans la magistrature
Et j'ai passé du temps à vous étaler ce que j'ai observé personnellement. C'est que dans l'état actuel des choses, il est difficile pour certains magistrats de donner le meilleur d'eux. Mais c'est pourquoi le chef de l'État nous a assigné comme mission de pouvoir réformer. Il faut réformer, il faut courageusement. C'est de ces réformes que leur condition de travail... C'est naturel, ça se lit. Amélioré. En effet, ça se lit. Aujourd'hui, mais avant, vous ne voulez pas évoquer des chiffres. Oui, mais ces réformes ont commencé. Mais vous ne voulez pas dire combien il gagne aujourd'hui, mais cette justice, un magistrat. Non, parce que je vous informe. Ça vous gêne? Les magistrats et les juges sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est l'État qui les paye. C'est l'État qui le paye, mais ce n'est pas le ministre de la Justice. Mais parce que le ministre de la Justice, pour votre information, depuis les réformes de 2006, en fait, n'est plus un membre actif du Conseil supérieur de la magistrature. C'est aussi ça qui pose problème aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes en train de proposer des réformes pour pouvoir remettre un cadre légal de liaison et de collaboration entre le Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice et le chef de l'État. Puisque ce qui pose problème, en réalité, c'est que à partir du moment où leur budget dépend de l'exécutif, mais alors que eux disent qu'ils sont indépendants, et bref, il y a une espèce de chevauchement et d'anarchie. Vous comprenez? Qui nécessite impérativement, au-delà de nos humeurs, au-delà de nos égos, de pouvoir réformer pour créer une harmonie nette entre le travail et la gestion du magistrat, le travail du ministre et la justice, ainsi que la haute autorité qui est le chef de l'État et qui reste magistrat suprême. Vous savez que partout au monde, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé soit par le chef de l'État, soit par le ministre de la Justice. Et ce fut le cas même dans notre pays jusqu'avant la Constitution de 2006. Évidemment, il y a eu quelques abus de la part des politiques. C'est pourquoi on avait pensé, créer cette innovation où il fallait laisser les magistrats se gérer entre eux. Oui, monsieur le ministre. Mais il va falloir tout naturellement repenser le système. Soit on reste dans le même système, mais on crée une ouverture des cadres de concertation, soit alors on laisse que le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, présider désormais le Conseil supérieur de la magistrature. Toutes les réformes que vous évoquez, ce chantier qui est si vaste de réformes pour redresser la justice de notre pays, nécessite des moyens colossaux. Pas forcément. Les questions des réformes, c'est des questions qui relèvent de la volonté politique. Oui, je comprends. C'est une question de la volonté politique ne suffit pas. Je vous donne un exemple. Ouais. Je vous donne un exemple. Lorsque Mosé Laurent Désiré Kabila est arrivé, à l'espace de 2 ans, vous avez vu, puisqu'il a restauré le fouet, tout le monde était revenu au pas. Vous voulez limiter? Non, c'est pour dire que c'est une question de volonté. Oui, mais là on ne parle pas que de fouet. Là, on parle dans le contexte actuel. Oui. Dans le contexte actuel, depuis que je suis ministre de la Justice et garde de Sceaux, poser la question au niveau des banques, poser la question au niveau des entreprises publiques, même privées, sur le taux des saisies des comptes et des pièces systématiques des recettes. Tout a baissé, naturellement. Oui, mais il n'y a plus, aujourd'hui, des escrocs qui viennent et piquent comme ça des millions de dollars, soit d'une entreprise privée, soit d'une entreprise publique. C'était juste une question, c'est sans moyens que nous avons impulsé cette dynamique. Il y a des réformes qui vont nécessiter énormément de moyens. Je le dis. Mais pour les infrastructures, pour améliorer les conditions de travaux, vous parlez du train des Je le dis, la base, c'est la volonté politique. Ce pays, ici, nous avons suffisamment de moyens. Il suffit de bien les canaliser. Le problème est qu'il y a eu un tel désordre, il y a eu une telle anarchie dans la gestion et la manipulation des deniers publics, que l'argent profite plutôt à un groupe des mafieux. Mais puisque, parfois, les ministres de la justice
ainsi que certains responsables de la répression laissaient passer certaines choses que nous avons eu difficile à capter les moyens nécessaires. Je vous informe par exemple que sur les questions des saisies et confiscations, j'ai remis en selle la Cogebisco, qui est un service public, un office chargé de gérer tous les biens saisis et confisqués, comme c'est le cas ailleurs. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui saisit et confisque le bien. Les parquets sont également inondés par des véhicules et d'autres biens. Voilà. Même la police judiciaire, même certains services comme DGDA et bien d'autres, on saisit et puis on s'approprie le bien saisi. Et c'est l'État qui perd. Savez-vous que rien que l'Office de gestion des biens saisis et confisqués de France vous mobilise de 20 à 30 milliards de dollars. Et ça va être le cas maintenant. Donc j'ai tenu des réunions avec la Banque centrale, avec le DG de la DGDA, avec la DGI et bien d'autres services pour dire écoutez, fini la récréation. Vous devez désormais déclarer tous les biens saisis et confisqués. Et croyez-moi, à notre retour sur Kinshasa, nous allons devoir vous présenter tous les biens qui ont été... Nous devons être capables de présenter un état des lieux réel des biens qui sont saisis et confisqués. L'argent qui est saisi, par exemple, ou confisqué. Okay? Et au bout d'un temps, nous pouvons, à ce moment-là... pouvoir les transformer comme bien public. C'est ça que nous allons devoir apporter comme réforme dans les secteurs, par exemple, des saisies et confiscations. Thierry Tomboli parlait tout à l'heure des conditions carcérales. On vous a vu visiter la prison centrale de Makala. Après votre visite, qu'est-ce que vous avez trouvé d'agréable et de ce qui marche bien à la prison centrale de Makala? Ben, il faut le dire... les conditions de détention, en général, ne sont pas du tout réluisantes. Donc, nous travaillons pour leur amélioration. Nous allons devoir lancer la construction de nouvelles prisons. Nous allons devoir délocaliser certaines prisons. Nous travaillons pour désengorger systématiquement toutes les prisons du pays, puisque nous nous sommes aperçus qu'on envoie tous les cas en prison, alors qu'en réalité, les prisons sont faites plutôt pour les condamnés de justice. Et que c'est vraiment de manière exceptionnelle qu'on peut envoyer d'autres cas, voilà, des prévenus. Et la surpopulation carcérale est due à cela. Et nous avons multiplié des initiatives et j'ai déjà signé une circulaire qui sera rendue publique très, très prochainement, qui donne la possibilité aux magistrats de pouvoir transiger, de pouvoir régler beaucoup de conflits déjà à leur niveau, par des amendes transactionnelles et autres. Ceci vous évite de pouvoir envoyer tous les prévenus en prison. Nous avons également mis en place des mécanismes pour que les prévenus qui sont déférés devant une juridiction, mais qu'au bout d'un temps, 1 année, 2 ans, cette juridiction n'arrive toujours pas à organiser des procès. Mais en ce moment, c'est l'État qui est responsable. Donc ces prévenus doivent comparaître le moment venu devant son juge naturel en homme libre. C'est par exemple le cas que j'ai trouvé ici aussi à Kisangani, où on m'indique qu'il y a des prévenus qui ont fait 1 année, 2 ans, 3 ans sans jugement, sans procès. Ces prévenus-là doivent quitter la prison pour pouvoir se présenter en homme libre. L'alerte de notre confrère Stani Boujakira sur les conditions de vie de nos prisonniers, vous l'avez pratiquement rejeté en disant que c'est des vieilles images qui avaient circulé, mais dans les faits, vous êtes quelques jours plus tard allé faire le même constat que lui. D'abord, je n'ai pas attendu que M. Stanis Boujakira, qui est un ami que j'aime bien, puisse publier ces vieilles images, qui sont vieilles. Mais les conditions sont les mêmes. Je n'ai jamais... Vous dites qu'elles sont vieilles. Lui, il a été récemment en prison, vous le savez, puisque vous dites que c'est votre ami. C'est certainement à cette occasion qu'il avait pris ces images, qu'il a balancées. Je n'ai jamais nié l'authenticité des images de Stanis. J'ai simplement remis les choses dans leur contexte. C'est que les images que lui a publiées étaient de vieilles images. Vieilles ou pas vieilles, les conditions sont les mêmes. Là, c'est une autre question. Là, c'est une autre question. Est-ce que les images étaient actuelles?
c'est peut-être à l'auteur de le dire. Le problème, c'est Par contre, le fond doit vous démontrer. Par C'est à contre, vous de- sur quelle base vous dites que c'est vieux? C'est vieux. fond, Oui. Sur quelle base vous dites Mais- que c'est vieux? mais parce que c'est des images que lui-même avait prises lorsqu'il était en détention. Oui, mais il est sorti de prison il y a quelques mois. Mais il n'y a pas de problème, mais c'est vieux. Mais Vieux par rapport à qui sont Attendez, derrière attends. ta firme. Vieux donc, vieux par vieux rapport à quoi? Revenons Par rapport à l'époque où il était en prison? Revenons sur l'essentiel. Ne perdons pas du temps à distraire nos auditeurs sur des questions de personnes. La plus grande question, c'est sur les conditions carcérales. Ok, de nous prévenus, de nous condamnés ici. Vous avez évoqué les Je vous conditions dis, carcérales. je vous Quelle est la situation actuelle? La La situation prison de Makala, actuelle par exemple, n'est compte pas combien de réduite. pensionnaires? J'ai Compte combien de pensionnaires? Je le dis, que la prison, les conditions ne sont pas réluisantes. Et qu'il faut systématiquement améliorer ces conditions. Je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes en train de prendre des mesures que j'ai même commencé à énumérer Oui, mais pour aller vers l'amélioration nette. Donc, apparemment, avec- vous évitez des chiffres, monsieur. le avec- ministre. La question de Trésor Kiyombo est claire. La prison de Makala, construite initialement pour accueillir c'était 1500 pour 500 prisonniers, millions, nous sommes pour à en 15 compte 000, combien 15 000 Plus. plus ce que j'ai fait la dernière fois. Nous en sommes à plus ou moins 15 455. le désengorgement va se poursuivre à quel rythme et vous comptez y maintenir L'objectif et l'ambition quel que nous nombre avons de- sur base des instructions du chef de l'État, c'est de pouvoir désengorger vraiment de plus ou moins la moitié, mais que nous ne puissions plus observer un seul prisonnier qui puisse se plaindre des conditions carcérales. C'est ça l'ambition. Vous savez, nous avons plus ou moins 5 ans. En principe, nous sommes nommés par le chef pour 5 ans. Mais évidemment, il pourrait y avoir des remaniements, mais nous serons évalués selon les instructions du chef 3 mois après. Donc, je voudrais plutôt revenir vers vous dans mes 100 premiers jours pour pouvoir refaire le bilan de mon travail. Parce que jusque-là, nous faisons le bilan de mon travail juste de 30 jours. Oui, tout à fait. C'est un état de lieu. Oui, on fait juste un état de lieu. Mais justement, ma Je question, vous informe. ma question par rapport à ce que vous venez d'évoquer était de savoir quand est-ce que la population, pas vous-même, à l'occasion de vos 100 premiers jours, à l'occasion, etc., des 6 mois, etc., quand est-ce que la population va commencer à sentir l'effet Moutamba sur la justice, la thérapie Moutamba sur la justice? Mais la population sent déjà cela. C'est vous qui le dites. Non, mais la population sent déjà ça. Pour C'est vous qui preuve. le dites. Non. Je vous donne un exemple. Mais non, je vous donne un exemple simple. Non, Monsieur le je vous ministre, donne un cas. donne un Je vous exemple donne un simple. cas. Je viens de désengorger Makala. Je fais libérer combien? 421 personnes. C'est pas ça la population? Encore que la procédure est contestée par des juristes, on ne va pas aller peut-être sur ce débat. S'il vous plaît. Ben, Moi, je monsieur suis le pas là ministre, pour le monsieur le ministre, juridisme. moi, je suis sur la route. Je suis arrêté par un policier qui m'a fait payer une amende transactionnelle à la main. Vous savez comment ça se passe à Kinshasa. Cet argent n'arrive jamais à la caisse de l'État. Et c'est systématique, cette pratique. Pas que sur la route. C'est ça, le petit peuple. Mais je viens de vous Au coin de mon avenue, il se passe quelque chose. Oui. Quand est-ce que cette population-là va refaire confiance à la justice? Mais je vous dis que nous venons à peine de finaliser les travaux sur la bancarisation. Je suis d'accord avec vous. Vous avez expliqué Alors, ce que vous... c'est un processus. Oui, oui. Nous ne pouvons pas régler le problème en un jour. L'État, en fait, c'est un système. Je ne peux pas tout faire seul. Vous avez la pression des résultats même de votre hiérarchie. Non, mais je suis Raison tout à pour fait laquelle d'accord. je vous pose la question. J'ai répondu. Vous êtes médecin. J'ai répondu. Vous soignez, vous appliquez une thérapie, J'ai mais répondu. à quel délai on va commencer à sentir que ça J'ai commence à répondu. donner? J'ai répondu en disant que ça donne déjà à petits pas dans plusieurs secteurs. Je vous donne les cas du secteur des cultes et associations. J'ai supprimé l'F92 en exigeant désormais à tous, toutes les églises, toutes les ASBL, de disposer des personnalités juridiques. Je vous informe que les recettes se sont multipliées. Parce que tout le monde est obligé désormais de payer les frais relatifs à l'octroi de la personnalité juridique.
Ça, c'est réel. Je vous informe qu'au moment où je vous parle, tout est en phase d'être digitalisé. Si vous entrez désormais sur les sites, vous pouvez taper maintenant là, vous trouvez tout sur les sites officiels du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Ce qui n'a pas existé avant. C'est réel. Aujourd'hui, vous pouvez dénoncer un fait à partir de votre téléphone. Vous pouvez solliciter votre personnalité juridique à partir du site Internet, donc à travers votre téléphone. Vous pouvez aujourd'hui entrer sur le site du ministère et voir par exemple la liste de tous les huissiers de justice. Donc lorsqu'un huissier vient exécuter, avant de pouvoir l'autoriser d'exécuter une décision de justice, entrez sur le ministère de la Justice, vérifiez si il est réellement agréé comme huissier de justice. La liste est là. Aujourd'hui, sur la problématique de certificat de nationalité, c'est réel. Nous avons désormais initié une nouvelle procédure qui implique activement le contrôle de la DGM et de l'ANER. Ceci nous a permis d'exfiltrer des listes de demandes de certificat de nationalité et donc de la nationalité congolaise à tous ceux des étrangers qui viennent, par exemple, nous infiltrer au Congo, à ceux des étrangers détenteurs des nationalités étrangères, mais qui viennent quand même pour obtenir notre nationalité congolaise. Et depuis que je suis là, je vous informe que nous ne faisons que détecter beaucoup de cas de fraudeurs à la nationalité congolaise. Ça n'a pas existé. Je pense que dernièrement, il y a une lettre d'ailleurs de la DGM qui avait fuité dans ce sens. Okay? Oui. La chose que nous n'acceptons pas, ne tolérons pas, puisque les documents officiels ne doivent pas être mis sur les places publiques. Et donc, ça c'est réel. Et depuis que je suis là, vous pouvez vous renseigner. Nous faisons en sorte de délivrer les certificats de nationalité à temps, malgré le contrôle renforcé que nous avons mis en place. Ça n'a pas alourdi la machine juridique, etc. Ça n'a pas du tout alourdi la machine parce que nous avons tout digitalisé. C'est un logiciel qui traite ça. Donc, lorsqu'il y a des demandes, nous intégrons ça dans le logiciel et on regarde ceux qui avaient déjà bénéficié, par exemple, d'une nationalité étrangère et qui sont fait identifier au niveau de la DGM, c'est automatique. On va prendre les deux dernières questions. C'est pour vous dire que c'est réel. Entrez sur le site internet du ministère de la Justice et vous allez vous rendre compte que ça n'a pas existé depuis. Et là, nous sommes en train de finaliser la digitalisation des services pénitentiaires. Donc désormais, vous et moi saurons avec exactitude combien de prisonniers il y a aujourd'hui à Makala. Quel est le prisonnier qui a été déféré ou transféré à Makala aujourd'hui? Donc vous et moi devons être capables de pouvoir le savoir. Ça ne devra plus être un secret. On sera Trésor Kiyombo. Trésor Kiyombo. Bon, ma dernière question, monsieur le ministre, on vous a vu à travers de photos partagées après la cérémonie du Génocide Kisangani, essuyez vos larmes. Vous comptez parmi les victimes de la guerre des 6 jours. Est-ce qu'on peut parler réparation sans justice? Les auteurs des affres qu'ont subi les Boyomais. Très bien. Sont encore vivants pour la plupart. Est-ce qu'on doit se contenter des accords de Sun City et tout le reste? Trésor, je suis très touché par votre question, pour autant que j'ai été moi-même victime de toutes les guerres d'agression des années 90 et 2000. La guerre des 6 jours dont on parle, je l'ai vécue. Et j'en ressens encore les effets jusqu'aujourd'hui. J'ai des amis qui sont restés handicapés, j'ai des membres de famille, des amis qui en sont morts. La dame qui témoignait, nous avions en fait fui ensemble. Ce n'est pas aisé. Et donc je pense je suis le seul membre du gouvernement victime directe de la barbarie, de l'agression rwandaise sur notre territoire. Et c'est pourquoi je m'emploie efficacement, au-delà de pression diplomatique, à pouvoir mettre en place des mécanismes qui tendent à faire en sorte que les responsables de tous ces crimes odieux puissent répondre de leurs actes. Je cite M. Kagame, qui devra répondre de ses actes, et absolument, devant des juridictions pénales internationales. Comme vous le savez, la CPI existe et nous allons nous employer
pour qu'un nouveau déferment soit fait contre M. Kagame devant la CPI. Kagame et tous ses complices. Pas contre les auteurs congolais de ses actes. J'ai dit Kagame et ses complices. S'agissant des Congolais, au-delà de la CPI d'ailleurs, puisque nos juridictions sont compétentes, je vous informe que le statut de Rome pose le principe de la complémentarité sur le plan de poursuite. Pour les Congolais, vous l'avez vu, j'avais de manière claire rassemblé des éléments et donné injonction à l'auditeur général des FARDC pour que des poursuites et des enquêtes soient engagées contre tous les criminels des guerres, tous les Congolais traîtres qui ont accepté de trahir le Congo et servir le Rwanda et d'autres pays voisins. D'où le procès en cours. Et cela a été fait. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un effet rétroactif? L'auditeur supérieur a évidemment déféré devant la juridiction compétente qui est la cour militaire, donc judiciaire militaire de la Gombe. Et aujourd'hui, le procès est en cours. Effet rétroactif. Donc, je suis le premier ministre de la Justice à avoir fait ouvrir un dossier, donc un procès public contre des rebelles. Ça n'a pas existé. Parce qu'effectivement, on était dans le juridisme, que non, il n'y aurait pas de procédure en contumace dans notre droit, il n'y aurait pas ceci, cela, mais nous avons trouvé une brèche. C'est la procédure par défaut, qui est organisée aussi bien par le code judiciaire militaire que par le code de procédure pénale de notre pays. Et nous attendons les verdicts parce qu'il y a eu des plaidoiries, il y a eu les réquisitoires du ministère public, l'auditeur supérieur, et nous attendons maintenant le prononcer. C'est pédagogique. C'est en même temps une façon pour nous de pouvoir réparer moralement toutes ces victimes qui ont été fauchement abattus par des actes criminels du Rwanda et de nos frères congolais. Et je pense bien que la justice fera correctement son travail pour que les Congolais qui ont appuyé cette agression rwandaise, aujourd'hui il y a eu cessez-le-feu. Est-ce que ce sont ces Congolais-là qui disent être, je sais pas moi, de l'AFC ou quoi, qui ont signé les cessez-le-feu? C'est le Rwanda. Donc c'est clair que tous ces Congolais ont simplement été utilisés comme des marchepieds pour pouvoir, comme des traîtres, trahir le pays et s'aimer mort et désolation sur les sols congolais. Nous sommes ici à Kisangani. Au-delà de ça, je vous informe que, en tant que député national, alors, j'avais proposé une proposition de loi et maintenant, je vais devoir initier un projet. C'est la même proposition de loi, mais que je vais transformer en projet de loi portant déchéance de la nationalité congolaise à tous ceux qui trahissent le pays, à tous ceux qui acceptent de pouvoir servir les intérêts étrangers au détriment du Congo. Et ceci servira des leçons à tous les Congolais qui s'amuseront à s'allier aux Rwandais, aux Ougandais et à bien d'autres pour massacrer leurs propres frères congolais. Et donc, les Génécostes, ce n'est pas une légende. Lorsque j'ai fait couler mes larmes, c'est parce que j'ai vu encore ces souvenirs. Lorsque j'avais 12 ans et que mon père avait attrapé une bombe et qu'il fallait fuir sous effet de balles, et j'ai encore vu toutes les maisons détruites. J'ai vu des morts. On devait marcher sur des cadavres jusqu'à aller à Batam, où il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Sous les bombardements des Rwandais, et lorsque la guerre avait pris fin, en revenant à la vie normale, j'ai retrouvé des amis qui sont restés handicapés. Je me dis que moi, j'ai simplement eu la chance. Je suis les rescapés. Les rescapés de cette barbarie rwandaise, mais qui devient aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà ce qui m'a fait couler des larmes. Voilà ce qui crée encore en moi et de l'émotion et de la détermination à poursuivre un combat sans relâche contre les sanguinaires Paul Kagame, contre tous les Congolais qui acceptent de trahir leur pays, de tuer leurs propres frères congolais pour des intérêts mesquins
égoïstes, des intérêts liés au matériel qui le sont fournis par des étrangers. Monsieur le ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, merci infiniment d'avoir accordé de votre précieux temps à la radio Top Congo FM pour votre première grande interview depuis que vous êtes à la tête de ce ministère. On a été très touché par votre dernière réponse à la question de Trésor Kiyombo Djungu. Mais concernant cette situation du Génocoste, il y a des acteurs congolais alliés ou complices du Rwanda, de l'Ouganda, qui sont aujourd'hui très actifs en politique. Certains siègent même avec vous au sein des institutions, au sein du gouvernement. Qu'est-ce qu'on en fait? Le docteur Mukwege, par exemple, fait toujours le plaidoyer de réchauffer, de remettre sur la table le rapport mapping, et il n'est pas le seul à le dire. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces gens-là? Ça sera notre dernière question. Ben, il faut dire que la loi pénale n'y rétroagit pas. Ça, c'est des principes basiques du droit pénal. Et donc, il sera difficile, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir envisager un mécanisme judiciaire qui puisse concerner tous ceux qui avaient bénéficié de l'amnistie à l'époque. À la faveur des accords de Sun City. À la faveur de la paix, quoi. Merci à vous d'avoir échangé avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, les Congolais, concernant ce secteur dont on attend beaucoup, justement. Vous savez que beaucoup d'espoir repose sur vous pour remettre ces Monsieur Thierry Kangoudi, je voudrais vous rassurer d'une chose. Je voudrais m'adresser au peuple congolais en 2-3 mots. Vous savez, le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à 36 ans. Et Lumumba est mon héros national à 36 ans. Tous ceux qui ont marqué l'histoire du monde avaient notre âge. Joseph Désiré Mobutu, même Joseph Kabila lui-même, a pris le pouvoir à 29 ans. C'est dire que je mesure la responsabilité qui est la mienne à pouvoir guérir notre justice de cette longue maladie qui l'a rongée et de redonner enfin confiance aux Congolais vis-à-vis de leur justice. Et croyez-moi, je ne dormirai pas tant que je ne trouverai pas de solution à ce problème, à ce mot qui ronge notre justice. Des réformes courageuses, audacieuses seront entreprises pour que nous puissions parvenir ensemble à reconstruire notre justice. Parce que c'est la colonne vertébrale de l'État. Rien ne peut marcher si la justice ne marche pas. Lorsque vous dites que la justice est malade, mais ça veut dire en réalité que l'État congolais l'est aussi. Parce que seule la justice élève une nation. Donc une bonne justice produit un bon État. Nous avons la responsabilité historique de pouvoir redresser l'appareil judiciaire. Et plus rien ne sera comme avant. Plus personne ne sera au-dessus de la loi. Tant que nous serons ministres de la Justice et garde des Sceaux, je peux rassurer la population qu'il n'y aura plus de détournement comme avant. Tout celui qui va s'amuser à détourner un seul dollar des Congolais ira en prison. Tout celui qui va s'amuser à administrer une mauvaise justice sera également arrêté. Je vous informe que je viens de lancer des enquêtes sur la mafia judiciaire au sein de notre appareil judiciaire en général. Le rapport sera présenté au chef de l'État et des sanctions claires et sévères seront prises contre tous les auteurs de la mafia judiciaire qui a mis à genoux notre République. J'ai dit, je vous remercie.